Et donc, pour commencer cette deuxième thématique, je vais donner la parole à Xavier Maire, qui est le sous-directeur de la synthèse statutaire, de la gouvernance et des partenariats, pour qu'il ait l'opportunité de nous exposer les enjeux qui sont associés à ces nouveaux leviers managériaux et en particulier le recrutement. Merci Xavier. Merci Emmanuel. Quelques mots d'abord pour faire tirer quelques constats avant de préciser les familles de leviers managériaux que l'on peut voir dans la loi. Alors je dirais tout d'abord que la loi de transformation de la fonction publique, elle fait un postulat inspiré de Jean-Jacques Rousseau, c'est que les encadrants sont naturellement bons et qu'il faut leur donner les moyens de continuer à l'être et de continuer à cultiver leurs talents. La loi, en effet, considère que les cadres sont les premiers artisans de la mise en œuvre des évolutions et de la modernisation du service public, et elle leur confère à cet égard un certain nombre de marges de manœuvre pour agir, marges de manœuvre qui sont accompagnées de responsabilités nouvelles, nous le verrons. Alors ça a été évoqué dans la table ronde précédente. La loi fait le pari de la nécessaire réduction du rôle des instances collectives pour traiter des situations individuelles. Et c'est ce qui appelle l'évolution du rôle des commissions administratives paritaires. Et elle consacre un rôle plus direct entre le cadre et ses collaborateurs, avec en creux la possibilité qui est donnée aux encadrants de promouvoir de nouveaux modes de management plus collaboratifs, moins hiérarchisés. Alors en complément, on l'a évoqué avec les lignes directrices de gestion, la loi favorise des prises de décision relatives à la carrière et au parcours professionnel des agents qui sont au plus près de ces agents via la déconcentration des décisions et l'implication des managers de proximité dans les processus d'avancement et de mobilité. C'est vraiment une des nouveautés fortes de la loi. Alors au-delà de ces quelques constats généraux, quels sont plus précisément les nouveaux leviers managériaux à disposition des encadrants ? J'en distingue deux familles. On va explorer la question des leviers en matière de recrutement. On peut distinguer aussi les leviers liés à ce que j'appellerais l'appréciation de la performance professionnelle des agents. Le ministre l'a rappelé tout à l'heure, dans la loi systématise l'entretien annuel d'évaluation. Donc le moment où le cadre peut avoir un échange avec son collaborateur et revenir sur la qualité du travail accompli. Et puis la loi confère davantage de responsabilité au cadre. Il a désormais un pouvoir d'action pour, si je puis dire, saluer une performance individuelle ou collective en modulant le régime indemnitaire. Il a aussi, à contrario, un pouvoir de sanction peut-être plus facile, comme en témoigne l'introduction de l'exclusion temporaire de 3 jours. Donc ça, ce sont une nouvelle palette d'interventions, si je puis dire, à disposition de l'encadrant. Alors en matière de recrutement, ce qui est important, c'est la possibilité en fait de diversifier les compétences et d'avoir une approche qui permette d'avoir des équipes davantage adaptées aux sujets à résoudre. Alors c'est le pari qui est fait avec l'extension du domaine du contrat, l'extension aux emplois de direction, la possibilité aussi de recruter plus systématiquement des agents contractuels pour exercer des compétences considérées comme rares. Et puis nous le verrons, l'introduction d'un nouveau type de contrat adapté à la gestion de projet, le contrat de projet. Avec les fonctionnaires ne sont pas oubliés, avec la possibilité d'avoir des concours nationaux à affectation locale, donc de répondre à la question que faire pour pouvoir recruter dans un territoire peu attractif ou dans des domaines pour lesquels le vivier des candidats est limité. Et puis je n'oublie pas une nouvelle règle dont on n'a pas encore parlé, qui est celle des durées mini-maxi d'affectation sur les postes. Donc les encadrants vont avoir la possibilité aussi de constituer leurs équipes et de leur donner une durée dans le temps, pour ainsi dire. Alors les collègues ici présents vont développer tous ces points. Mon sentiment, c'est que la loi contribue en résumé à développer des pratiques managériales un peu plus matures et à limiter une gestion qui serait par trop formelle et par trop administrative, donc au profit de nouvelles techniques. Merci beaucoup Xavier.
Et donc, sur le recours au contrat, puisque vous l'évoquez, comme le ministre d'ailleurs tout à l'heure aussi, Julia Di Ciccio, vous êtes chef du bureau du statut général, de la diffusion du droit et du dialogue social, et vous êtes en train justement de mettre en œuvre toute une partie de la réforme, notamment sur la réforme du contrat. Pouvez-vous nous dire du coup quels sont les principaux changements en fait en matière de contrat? Qui touche-t-il finalement ces nouveaux recours au contrat? Alors peut-être tout d'abord vous dire quelques mots en préambule sur quelques fausses idées sur les contractuels dans la fonction publique. Puisque la loi de transformation de la fonction publique ne met pas fin au statut général des fonctionnaires, ainsi qu'on a pu parfois l'entendre. En premier lieu, elle accompagne en fait un mouvement qui est déjà existant. Je rappelle que les agents contractuels de droit public, qui sont des femmes et des hommes qui sont tout autant investis et engagés que les fonctionnaires et qui occupent aujourd'hui une place notable dans le fonctionnement du service public. Le ministre a rappelé que sur les 5,5 millions d'agents publics, 20% d'entre eux sont d'ores et déjà recrutés par la voie contractuelle. En deuxième lieu, la loi n'a pas modifié les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 qui pose le principe selon lequel les emplois permanents de l'État sont occupés par des fonctionnaires. En troisième lieu, et je le rappelle aussi, il n'y a pas d'objectif chiffré, caché du gouvernement sur le recours aux contractuels. On a pu entendre ici ou là un chiffre de 40% à atteindre. En fait, ce n'est pas un objectif, bien sûr, qui est fixé. La raison est simple, c'est que la loi de transformation de la fonction publique, en particulier sur le volet des contractuels, met en place une boîte à outils pour les employeurs publics pour leur permettre justement de s'adjoindre plus facilement de nouvelles compétences dont ils ont besoin et dont le recours aux contractuels dépendra finalement de la façon dont les employeurs s'empareront de ces différents outils. Et donc on voit bien d'ailleurs dans nos consultations avec les ministères que la pratique sera différente en fonction des ministères. Enfin, ce n'est pas non plus le retour à une forme, quelque part, de favoritisme, puisque je rappelle que, d'une part, le concours restera, et je le dis en clin d'œil à mon voisin d'à côté, le mode d'accès principal aux emplois titulaires dans la fonction publique, et d'autre part, sont mises en place toute une série de garde-fous, de garanties, notamment la formalisation d'une procédure de recrutement, on y reviendra dans un instant, mais aussi je rappelle que les contractuels sont soumis aux mêmes droits et obligations que les fonctionnaires, donc c'est important aussi de le souligner. Deuxième élément de réponse, peut-être, c'est de rappeler les objectifs poursuivis par l'élargissement des possibilités de recours au contrat. Si on se place du point de vue de l'usager du service public, il s'agit de mieux assurer la réactivité et la capacité d'adaptation des services face aux évolutions qu'ont à connaître les services publics. Du point de vue des agents, il s'agit de solliciter des compétences spécialisées nécessaires justement à ces missions de service public et aussi de garantir une diversité des profils des agents de façon à créer des passerelles entre le secteur public mais aussi le secteur privé et de favoriser les évolutions professionnelles des agents. Pour les employeurs, enfin, il s'agit de faire face aux enjeux d'attractivité dans les territoires pour lesquels les employeurs publics font face ou connaissent des difficultés de recrutement. Au total, il s'agit vraiment de pouvoir répondre aux attentes fortes de nos concitoyens qui souhaitent tout à la fois la continuité et l'égal accès du service public, mais aussi donc sur l'ensemble des territoires, mais aussi l'amélioration et l'efficacité du secteur public et du service public. Ayant remis un tout petit peu en contexte ces différents éléments, je rentre maintenant un peu plus dans le détail de la question qui m'était posée sur les nouveaux cas de recours au contrat actuel, puisque la loi permet de créer 3 cas de recours sur les emplois permanents qui sont désormais possibles dans la fonction publique de l'État. Le premier cas existait déjà, il n'a pas été modifié puisqu'il permet le recrutement de contractuels lorsque nous n'avons pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. Donc ça, c'est pour n'importe quelle catégorie hiérarchique. Deuxième cas de recours, il permet le recrutement sur des emplois permanents pour toutes les catégories, et ça c'est une nouveauté, puisque auparavant il était uniquement pour les catégories A, lorsque la nature ou des fonctions ou les besoins des services le justifient. Alors la loi revient de manière un peu plus précise sur ces critères de la nature des fonctions ou des besoins du service, même si elles ne sont pas, cette liste n'est pas limitative.
En premier lieu, les fonctions doivent nécessiter des compétences techniques spécialisées ou nouvelles. Ce critère a fait l'objet d'un assouplissement par rapport à la jurisprudence que vous connaissez, qui définissait jusqu'à présent la nature des fonctions comme nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Donc vous voyez qu'il y a il y a un assouplissement sur ce point-là. En deuxième lieu, s'agissant des besoins du service, ceci implique que l'autorité de recrutement ne soit pas en mesure de pourvoir l'emploi par un fonctionnaire présentant l'expertise ou l'expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l'issue d'un délai qui est prévu par les textes. Et jusqu'à présent, ce critère résultait uniquement du caractère infructueux de la procédure de recrutement d'un titulaire pour pouvoir l'emploi, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de fonctionnaire qui s'était présenté. Aujourd'hui, avec la loi, ce critère est également assoupli, puisque ce qu'on va regarder, c'est si le candidat fonctionnaire présente ou non l'expertise ou l'expérience professionnelle adaptée pour telle ou telle mission à accomplir. Donc vous voyez qu'il y a un critère quelque part plus qualitatif de l'appréciation de la candidature du candidat. Le troisième cas de recours, qui est également une nouveauté introduite par la loi, c'est le recrutement sur des emplois qui ne nécessitent pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. Enfin, signalons également peut-être que la loi prévoit d'ouvrir de manière indifférenciée, c'est-à-dire tant aux fonctionnaires qu'aux contractuels, l'ensemble des emplois des établissements publics de l'État. Donc là, vous nous avez parlé effectivement finalement des cas de recours du contrat de droit commun. Et la loi a aussi créé un nouveau contrat qui s'appelle le contrat de projet. Effectivement, monsieur le ministre en a parlé tout à l'heure. Et vous pouvez nous dire à quoi ce contrat servira finalement ? Alors peut-être pour répondre à cette question, il me semble utile de préciser ce qu'est bien entendu le contrat de projet, mais surtout ce qu'il n'est pas. Tout d'abord, ce qu'est le contrat de projet. Donc, c'est un nouveau type de contrat, on l'a dit, institué dans la fonction publique, qui est articulé autour d'un objet déterminé et non plus d'une durée déterminée, comme c'est actuellement le cas. Il s'agit en réalité de raisonner à partir du besoin de l'administration, c'est-à-dire le projet ou l'opération qu'elle a à accomplir. L'objectif, donc, est de permettre au service d'être en capacité de mobiliser et d'attirer des profils de divers milieux professionnels pour accomplir ce projet déterminé. Ce nouveau type de contrat, il est ouvert à l'ensemble des catégories hiérarchiques. Donc là aussi, c'est une souplesse qui est permise aux employeurs. Il y est recouru, le ministre l'a dit, dans le cadre d'une durée qui est limitée, mais sa durée peut ne pas être connue et donc ne pas être quelque part inscrite dans le contrat, puisque sa fin, en fait, est la réalisation de l'opération ou du projet pour lequel il a été conclu. Donc je l'ai dit, une durée déterminée minimale d'1 an et maximale de 6 ans. Et donc le contrat doit préciser l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle. Ce contrat peut être également renouvelé dans la mesure où il n'excède pas une durée totale des 6 années. Et nous avons identifié la loi identifie plusieurs cas de rupture. Tout d'abord, premier cas de rupture, cas de rupture de droit commun, c'est-à-dire lorsque le projet ou l'opération arrive à terme. Deuxième cas, lorsque le projet ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser, c'est-à-dire que le projet ne peut pas être mené à bien. Ce peut être par exemple un cas de force majeure, un arrêt d'un financement, un aléa climatique par exemple, ou bien un motif d'intérêt général. Et troisième cas de rupture, lorsque le projet ou l'opération se termine de manière anticipée, c'est-à-dire que le résultat du projet ou de l'opération a été atteint avant son terme. Je précise également que les autres cas de rupture que vous connaissez pour les contrats de droit commun, que sont le licenciement et la démission, seront applicables au contrat de projet. Je précise également qu'il y a des garanties pour l'agent. La première, c'est que ce contrat ne peut pas être d'une durée inférieure à 1 an. Et d'autre part, le ministre l'a rappelé, il y aura le versement d'une indemnité en cas de rupture anticipée du contrat. Alors, j'en viens maintenant à ce que n'est pas le contrat de projet. Il me semble important aussi de préciser ce point, puisque le contrat de projet n'a pas vocation à s'appliquer à tous les métiers. Ce contrat de projet n'est pas un mode de recrutement de droit commun sur l'intégralité des postes.
Là aussi, on a vu aussi pas mal de critiques sur ce point, mais il ne s'agit pas de pourvoir avec le contrat de projet des emplois qui finalement s'inscrivent dans le cadre de missions permanentes de la structure. C'est important de le signaler puisqu'on est vraiment sur un emploi temporaire et non pas permanent, comme je le disais, pour les nouveaux cas de recours. Donc ce type de contrat doit correspondre à la fois à un projet avéré, limité dans le temps. Il faut pouvoir identifier une mission et un projet particulier qui nécessite par ailleurs une compétence spécifique sur un temps donné. Donc vous voyez qu'il y a quand même des conditions très limitées pour recourir à ce contrat de projet. Par ailleurs, autre point, le contrat de projet n'ouvre pas de droit spécifique à CDIsation ni à titularisation dans la mesure où, comme je l'ai rappelé à l'instant, il vise un besoin temporaire. Donc il devra prendre fin à la fin du contrat et sa durée ne pourra pas dépasser les 6 années. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'élaborer le projet de décret qui fixera le régime applicable au contrat de projet. Et nous avons fait le choix d'élaborer un décret qui ne modifie pas le décret de 86 que vous connaissez sur les contractuels dans la fonction publique de l'État, puisqu'on est sur un autre régime applicable pour ce nouveau type de contrat. Merci beaucoup. On comprend du coup la particularité de ce contrat de projet. Alors si on revient maintenant aux conditions, au contrat de droit commun, vous l'avez tout à fait souligné, il n'y a pas d'objectif chiffré de la part du gouvernement. On maintient le principe du concours, mais toutefois quand même il y a des interrogations se posent sur la procédure, le respect de l'égal accès à l'emploi public quand on a recours à ce type de contrat de droit commun. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors vous avez raison de pointer cet élément qui est fondamental aussi pour nous, puisqu'effectivement l'ouverture accrue sur les emplois permanents aux agents contractuels nécessite le renforcement quelque part des garanties offertes aux candidats à l'accès aux emplois publics. Et ça, en application de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui pose le principe d'égal accès aux emplois publics. Et donc ça nécessite de mettre en place des modalités objectives pour la sélection des futurs agents publics. Et c'est pour cette raison que le gouvernement a souhaité professionnaliser le recrutement par la voie du contrat et donc garantir l'égal accès aux emplois publics. Je note au passage que cet égal accès doit aujourd'hui être respecté par les employeurs. Ce n'est pas le décret ni la loi qui l'impose. Cet article 6 s'applique aujourd'hui. Cette professionnalisation passe par un renforcement de la transparence des modalités de recrutement, qui comprend notamment l'adoption de conditions de sélection lors d'une procédure de recrutement. Et donc vous voyez bien qu'il y a deux impératifs. Il y a l'impératif effectivement de respecter l'égal accès, impératif constitutionnel, et d'autre part l'impératif de ne pas créer non plus un dispositif trop lourd à mettre en place pour les gestionnaires de ressources humaines que vous êtes. Et donc peut-être quelques mots sur ce que prévoit le projet de décret que nous sommes en train d'élaborer et en train d'être consulté avec le Conseil commun de la fonction publique. Je rappelle donc effectivement que le projet de décret est une avancée importante dans la mesure où il formalise et renforce les procédures déjà existantes, puisqu'on ne part pas de zéro. Les ministères ont déjà élaboré des procédures assez formalisées en fait, de recrutement des agents contractuels. L'égal accès, c'est quoi finalement ? L'égal accès, c'est plusieurs garanties. C'est d'abord la garantie d'une publicité des offres d'emploi. C'est également la transparence de la procédure, notamment des critères de sélection. C'est également l'objectivation de l'analyse des compétences. Et enfin, c'est s'assurer de l'égal traitement entre tous les candidats, savoir que voilà, ils passent par le même filtre et la même sélection. Et ce sont ces principes qui guident aujourd'hui le projet de décret en Conseil d'État, qui rappellent d'une part donc, ces grands principes applicables à la procédure, que ce soit en termes d'égal accès, de non-discrimination, de transparence, de recrutement fondé sur les compétences, puisqu'on est quand même sur cette recherche de qualité et de compétences. Et d'autre part, il précise les différentes étapes de la procédure de recrutement. Il fixe quelque part un socle minimal commun à toutes les administrations, puisqu'il a fallu aussi composer avec la diversité des employeurs et donc respecter aussi leurs spécificités.
Et donc avec ce socle commun avec des phases de recevabilité des candidatures, de présélection, d'organisation d'entretien, d'objectivation des compétences, d'information des candidats non retenus. Donc ça, c'est ce que nous souhaitons inscrire quelque part dans ce décret en Conseil d'État. Et par ailleurs, le législateur nous a invités aussi à moduler cette procédure, puisque on ne recrute pas de la même manière des agents en contrat en CDI que des agents pour un contrat d'une durée inférieure à 1 an, par exemple. Donc il a fallu aussi s'intéresser à comment à partir de ce socle minimal, qui constitue la base première du recrutement, on peut moduler à la hausse, notamment lorsque, par exemple, la nature des fonctions le nécessite. On ne recrutera pas de la même façon un encadrant qu'un agent qui est plutôt sur la gestion de dossiers, par exemple. On n'attendra pas les mêmes compétences. On aura besoin peut-être d'avoir des regards croisés avec également le regard de la direction des ressources humaines pour pouvoir un peu profiler aussi les compétences de la personne recherchée. Donc tout ceci nous a conduit à essayer d'élaborer un décret qui permet de renforcer sur certains points, et on le dira tout à l'heure avec les emplois de direction, de renforcer pour certains emplois cette procédure de recrutement qui est fondamentale. Et peut-être je terminerai en disant un mot sur l'impact pour les gestionnaires RH, puisque en fait j'ai parlé tout à l'heure de professionnalisation de la fonction RH. Effectivement, cette procédure de recrutement va avoir un impact important sur tous les services des ressources humaines, puisque vous allez devoir mettre en place des nouvelles procédures de recrutement plus automatiques, plus transparentes. Et donc, quelque part, il va y avoir une gestion aussi plus individualisée des recrutements et l'acquisition de nouveaux savoir-faire dans les directions des ressources humaines sur comment adopter des techniques permettant d'analyser une candidature, permettant d'affiner l'évaluation profil-poste. Et donc, ça permet aussi, c'est un enjeu pour vous en tant que gestionnaire RH, de monter aussi en compétence sur la professionnalisation du recrutement. Merci beaucoup pour cet éclairage finalement très utile sur l'ensemble des procédures qui vont se mettre en place pour ces recours au contrat. Et je me tourne sans plus attendre vers Claire Balaresque, qui est la chef du bureau de l'encadrement supérieur et des politiques d'encadrement, parce que vous êtes en charge justement de l'ouverture des emplois de direction contractuels. Et du coup, on vient de voir effectivement la procédure un peu de droit commun sur le recrutement. Et ma première question est celle-ci. Existe-t-il des procédures spécifiques du coup pour les recours aux contractuels pour ces emplois de direction, notamment pour garantir cet égal accès à l'emploi public ? Oui, alors, tout ce qui vient d'être dit et les grands principes qui viennent d'être rappelés pour le recours au contrat de façon générale sont bien évidemment valables pour les emplois de direction. Toutefois, la loi du 6 août 2019 a expressément prévu qu'un décret en Conseil d'État fixe les modalités de sélection permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics pour les emplois de direction des 3 versants. Je rappelle simplement donc, que la loi du 6 août 2019 a modifié l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 relatif au statut de la fonction publique de l'État pour permettre le recrutement donc, de personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire aux emplois de direction de l'État, ce qui est une nouveauté puisque seuls étaient ouverts les emplois supérieurs à la décision du gouvernement jusqu'à présent, et que la loi du 6 août a en revanche uniquement modifié les 2 autres lois portant statut de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière pour élargir le champ des emplois de direction dans ces 2 fonctions publiques qui étaient déjà ouverts aux contractuels. En ce qui concerne plus spécifiquement la fonction publique de l'État, il s'agit donc d'une nouveauté, la possibilité de recruter des contractuels sur ces emplois de direction. Et le projet de décret, qui est actuellement en cours d'élaboration, qui a fait l'objet de plusieurs réunions interservices depuis le début de l'été, qui devrait être donc présenté à la fin du mois au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État. Ce projet de décret relatif aux emplois de direction de l'État a retenu les principes suivants pour élaborer les modalités de sélection, d'accès des contractuels à la fonction publique, aux emplois de direction de la fonction publique de l'État. Le premier de ces principes, c'est l'harmonisation du cadre de gestion des ressources humaines. Le second, c'est la transparence du recrutement. Et le troisième, c'est l'équité de traitement entre les contractuels et les fonctionnaires.
Ces 3 principes, donc harmonisation, transparence et équité, ont conduit à l'élaboration d'une part d'un socle commun des modalités de sélection pour l'ensemble des emplois de direction de l'État, avec une procédure de recrutement qui sera indifférenciée, que ce soit pour les fonctionnaires ou pour les contractuels, qui postuleront donc à ces emplois de direction. La procédure de recrutement sera en plusieurs phases. La première phase étant peut-être la plus importante, c'est celle relative à la publication de l'offre d'emploi, donc ainsi qu'il a été rappelé à l'instant. Cette publication de l'offre d'emploi, donc qui devrait se faire, comme c'est déjà le cas actuellement, sur la place de l'emploi public et puis dans certains cas, pour certains emplois, au journal officiel de la République française. Cette publication permet que les critères de recrutement soient connus par tous et par tous les candidats à ces emplois. En effet, l'offre d'emploi devra préciser les critères qui seront retenus pour l'examen des candidatures, les compétences recherchées et la durée et le niveau des expériences retenues notamment. Ensuite, donc, les autres phases de cette procédure de recrutement seront les suivantes. Donc, recevabilité, première phase d'examen de la recevabilité des candidatures, une phase de présélection des candidatures sur dossier, une phase d'audition des candidats et puis la phase ultime de choix du candidat. Et afin donc, de garantir l'égal accès aux emplois publics et de permettre de préserver un regard, une transparence dans ce recrutement, le choix a été fait de confier soit la phase de présélection, soit la phase d'audition à une instance collégiale. Cette instance collégiale sera composée d'au moins 3 membres, dont une personnalité extérieure au service employeur. Il y a donc ici la garantie d'un regard extérieur, la garantie aussi d'une pluralité de regards, ce qui permettra d'assurer une transparence du recrutement et de garantir l'égal accès. Merci beaucoup. Du coup, la procédure est assez clairement identifiée en termes de transparence pour ces nouveaux cas de recours au contrat. Mais du coup, pouvez-vous nous donner un peu plus d'informations sur le champ, finalement, des emplois concernés, notamment dans la fonction publique de l'État ? Oui, alors peut-être un petit rappel juste pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. En ce qui concerne la fonction publique territoriale, le champ de l'ouverture est précisé donc, par la loi. Et en réalité, donc, étaient déjà ouverts les emplois de direction des services des régions et des départements, ainsi que les emplois de directeur général des services, de directeur général des services techniques et de directeur général adjoint des services des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants. La loi abaisse ce seuil à 40 000 habitants. Donc là, nous avons une ouverture, en fait, un élargissement du champ qui passe, donc les emplois fonctionnels des collectivités qui étaient déjà ouverts représentaient 1 500 emplois. Ils devraient représenter désormais 2 700 emplois. S'agissant de la fonction publique hospitalière, c'est la même logique. C'est également la loi qui précise le champ de l'ouverture de ces emplois. À nouveau étaient donc déjà ouverts les emplois de chefs d'établissement. Les directeurs d'établissements sanitaires sociaux ou médico-sociaux pouvaient déjà être occupés donc par des contractuels. Et désormais, les emplois supérieurs hospitaliers, qui sont définis à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986, pourront également être ouverts aux contractuels. Cela recouvre les emplois fonctionnels de directeur d'hôpital. Et ce sont donc environ 80 emplois supplémentaires qui seront ouverts dans la fonction publique hospitalière. Enfin, en ce qui concerne la fonction publique de l'État, l'article 3 de la loi 84/16, donc de la loi portant statut de la fonction publique de l'État, qui a été modifiée par la loi du 6 août 2019, prévoit que c'est le décret en Conseil d'État qui va fixer la liste des emplois concernés. Et ainsi qu'il était annoncé dans l'étude d'impact de la loi portant transformation de la fonction publique, ce projet de décret est relatif à l'ensemble des emplois de direction des administrations centrales et des services déconcentrés de l'État. Sont ainsi concernés les statuts d'emploi de direction interministérielle, donc les statuts d'emploi de chef de service, sous-directeur, directeur de projet, expert de haut niveau, mais aussi les emplois de direction de l'administration territoriale de l'État. Sont également concernés les statuts d'emploi de direction ministérielle. À titre d'exemple, ce sont les emplois fonctionnels de direction des services déconcentrés de l'éducation nationale,
les emplois fonctionnels de la Direction générale des douanes et des droits indirects. Et enfin, les fonctions de direction qui sont actuellement exercées au sein d'un corps de l'encadrement supérieur lorsqu'il n'existe pas de statut d'emploi, ces fonctions de direction pourront également, désormais, être confiées à des contractuels. C'est le cas notamment pour les emplois de direction de la Direction générale des finances publiques et les emplois des services de l'État à l'étranger, comme les emplois de chef de poste consulaire. Merci beaucoup. Et du coup, pouvez-vous nous dire quelques mots sur la rémunération, puisque finalement, comment ça va s'opérer? La rémunération des contrats, elles seront alignées sur celles des fonctionnaires? Alors, ainsi qu'il était indiqué dans l'étude d'impact de la loi de transformation de la fonction publique, les agents contractuels qui seront recrutés dans les emplois de direction nouvellement ouverts seront rémunérés en tenant compte du traitement indiciaire et des plafonds indemnitaires qui sont prévus pour les fonctionnaires occupant ces postes. Le principe d'équité de traitement qui s'applique pour les modalités de sélection s'appliquera également pour les conditions d'emploi. Dans la fonction publique territoriale, les agents recrutés par la voie du recrutement direct pour occuper des emplois de direction sont déjà placés à l'un des échelons de la grille indiciaire du statut d'emploi régissant ces emplois. Ils y sont placés sans ancienneté et les conditions d'avancement d'échelon prévues par le statut d'emploi leur sont applicables. C'est un mécanisme similaire qui est envisagé dans le projet de décret relatif aux emplois de direction de l'État. Les contractuels donc, qui seront nommés dans l'un des emplois de direction de l'État seront classés à l'un des échelons correspondant à cet emploi en fonction de la durée et du niveau des expériences professionnelles antérieures. Ils seront placés là aussi sans ancienneté d'échelon et ils bénéficieront également donc, des conditions d'avancement d'échelon que connaissent les fonctionnaires. Enfin, ils bénéficieront des accessoires de rémunération et des primes et des indemnités qui sont afférents à ces emplois. Merci beaucoup, c'est très clair. Eh bien, puisque nous avons abondamment parlé des contrats, il est temps maintenant de rappeler une nouvelle fois que le principal mode de recrutement dans la fonction publique, c'est le concours. Et pour aborder ce sujet des concours, nous avons avec nous David Corbet-Chalon, qui est l'adjoint à la chef du bureau du recrutement et des politiques d'égalité et de diversité. David, bonjour. Et j'aimerais qu'on évoque ensemble, sur ce sujet du concours, le cycle de concertation qui s'est tenu les derniers mois et qui mettait autour de la même table les organisations syndicales représentatives et les représentants des employeurs publics, avec comme objectif de mieux anticiper l'évolution des métiers et les compétences qui sont aujourd'hui attendues dans la fonction publique, et donc, en conséquence, de réinterroger la pertinence des voies d'accès à ces métiers et les compétences évaluées. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce qu'ont été les conclusions de ce cycle de travail, ces conclusions qui ont été rendues en juillet ? Alors, brièvement, avant d'évoquer les conclusions, je voudrais juste dire 2-3 mots du contexte dans lequel cette concertation s'est tenue. Elle fait suite à un engagement du secrétaire d'État à la suite donc, des lancements de la concertation sur l'élaboration du projet de loi fonction publique l'an dernier, justement pour qu'on garantisse la primauté du recrutement par la voie du concours, mais néanmoins qu'on ne s'interdise pas, et c'était justement le lieu, une concertation, puisque le concours relève, en tout cas les formes d'organisation du concours relèveraient essentiellement de la matière réglementaire, c'était par ce biais qu'on pouvait réfléchir à la manière d'améliorer le mode de recrutement dans l'emploi titulaire en tenant compte d'un certain nombre de difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui, insuffisant taux de présence aux épreuves au concours, comment mieux véhiculer les messages concernant les métiers à pourvoir par la voie du concours, comment concevoir des épreuves qui parlent mieux aussi aux candidats tels qu'ils sont aujourd'hui formatés à l'issue des cycles d'enseignement supérieur, revoir éventuellement les épreuves, les professionnaliser. Voilà. Donc, on a abordé un ensemble de questions relativement larges, sans pour autant non plus se dire qu'il fallait absolument parvenir à faire un grand chamboule-tout sur le concours, parce que voilà, une des questions aurait pu être celle d'une centralisation des calendriers des concours, et on n'est pas du tout rentré dans ce type de réflexion.
Néanmoins, accélérer les recrutements fait partie aussi des objectifs qui ont été poursuivis, mais je dirais les principales conclusions qu'on a cherché à retenir, c'est comment mieux cibler les politiques de communication pour mieux toucher les viviers qu'on recherche. Également, on va engager des travaux en lien avec les réflexions sur la professionnalisation de la fonction RH, sur la structuration d'une marque employeur. Il s'agit également toujours de poursuivre l'objectif de diversité, poursuivre le développement de l'apprentissage et l'objectif des 10 000 dans la fonction publique. Revoir également le système des classes préparatoires intégrées, toujours dans l'objectif de promouvoir encore davantage la diversité, qui est quelque chose de consubstantiel pour que la fonction publique soit à l'image de la société qu'elle sert. Voilà, également des aspects qui tiennent, je l'ai dit tout à l'heure, aux épreuves des concours, la poursuite de la professionnalisation, mais d'une professionnalisation qui soit intelligente et qui corresponde à une capacité d'arriver à détecter les compétences que l'on va rechercher chez nos futurs candidats, eu égard au vivier qu'on va toucher et aux métiers qu'on cherche à leur faire exercer. Des réflexions également sur éventuellement des mutualisations, à la fois logistiques, mais aussi des mutualisations d'épreuves. On a aujourd'hui des corps qui donnent lieu à des recrutements par le voie de concours distincts, et pourtant les épreuves des concours se ressemblent beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mutualiser en tout ou partie ces épreuves ? Voilà, simplifier également les concours en continuant de réduire le nombre d'épreuves qui ne sont plus nécessaires et promouvoir davantage la formule du concours sur titre. Voilà, donc c'est un chantier extrêmement vaste qui fait écho à la RGCC qui avait été lancée à la suite du rapport des Forges en 2008-2009 et qu'on va pouvoir entamer au début de l'année 2020. Alors, là, on parlait de manière très générale des pistes d'évolution des concours, et merci pour cette synthèse. De manière un petit peu plus ciblée, il y a un concours qui vient récemment d'évoluer, c'est celui des instituts régionaux d'administration. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été finalement le sens de ces évolutions ? Alors oui, les IRA, les instituts régionaux d'administration, ont connu une profonde transformation en 2019 qui c'est déjà mise en œuvre s'agissant de la réforme de la formation depuis le mois de septembre. Et la prochaine étape, c'est la réforme donc, du volet recrutement, puisque le concours qui sera organisé au titre de la session de printemps 2020, donc, dont les inscriptions qui seront ouvertes à partir du 9 décembre prochain pour des écrits le 16 mars, les épreuves sont totalement refondues par rapport à l'existant. Et pour les 3 concours externes internes, 3e concours, donc on va avoir un socle d'épreuves, des épreuves qui seront communes, à savoir une première épreuve de cas pratique qui donc va se substituer à l'épreuve de composition sur un sujet d'ordre général pour les externes, une épreuve de QCM qui est donc une nouvelle 2e épreuve pour les internes et les 3e concours, et à l'oral, nous avons conservé seulement un entretien avec le jury tout en le rénovant, et nous avons supprimé l'épreuve de langue qui ne nous paraissait pas un élément pertinent pour discriminer à raison des motifs pour lesquels on cherche à discriminer pour ce type de concours. Donc je voudrais plus particulièrement, je dirais, attirer votre attention sur cette particularité de la nouvelle épreuve de cas pratique, qui est une épreuve qui vise à mettre le candidat dans la situation d'un attaché qui est confronté à des questions d'actualité dans la mise en œuvre de la politique publique dont il est chargé. Cette épreuve lui demande de répondre à une commande contextualisée, non seulement en formulant des propositions qui sont argumentées, mais également en produisant un certain nombre de livrables prêts à l'emploi pour l'auteur de la commande. Alors évidemment, pour les externes, c'est quelque chose d'assez nouveau, donc bien entendu, les exigences seront adaptées et le jury sera sensibilisé à ces questions-là. Donc on intègre là aussi, dans la logique de la poursuite de la professionnalisation des concours, une meilleure intégration de l'approche et de la détection des compétences dès les épreuves du concours, un peu avec l'idée aussi que les candidats soient amenés à mieux s'informer dès le stade de la préparation au concours sur les métiers, les fonctions, les structures d'affectation
d'un attaché d'administration. On a évoqué en début d'intervention le fait que l'attractivité était un chantier majeur pour la fonction publique. Une des réponses possibles proposées par la loi était justement la possibilité d'organiser des concours au niveau national avec des affectations au niveau local. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, un peu rapidement, pardon, de l'objectif du dispositif et des conditions dans lesquelles il peut être organisé ? Alors Xavier Merle l'a rappelé tout à l'heure, la formule du concours national affectation locale, et pour lequel donc, un projet de décret est actuellement en cours d'élaboration, fait suite à toutes les remontées que les ministères ont pu nous communiquer sur les difficultés à pourvoir des emplois dans différents territoires, et notamment sur des métiers spécialisés. Lorsque des concours sont organisés au niveau national pour un faible nombre de postes et que l'administration, pour une raison X ou Y, n'est pas en mesure de communiquer ou suffisamment ou de le connaître suffisamment à l'avance, la localisation des postes. L'idée, c'est d'avoir des concours qui soient plus ciblés, à la fois sur des territoires bien identifiés, qui permettent à l'administration de travailler aussi à une politique de communication en local, travailler sur des viviers. Et la formule, et c'est en ça c'est une vraie nouveauté, et parce qu'elle déroge aux bases du principe d'égal accès à l'emploi public, puisque l'idée, c'est d'avoir la possibilité d'organiser plusieurs concours de même nature simultanément. Il y a un concours externe pour pouvoir des emplois en Normandie, un autre pour pouvoir des emplois dans la région centre, et ces concours ne sont pas évidemment en concurrence l'un avec l'autre. Voilà, et donc l'idée, c'est de valoriser l'attractivité de la fonction publique en montrant aux candidats qu'un concours, ce n'est pas nécessairement une mobilité géographique à l'échelle nationale. Merci beaucoup. Du coup, je me tourne maintenant vers Monsieur Brice-Quentin. Vous êtes DRH des ministères financiers, économiques et financiers, pour n'oublier personne. Du coup, comment comptez-vous, de votre côté, mettre en œuvre certaines des mesures qui vous ont été présentées, tant sous l'angle du contrat, peut-être que l'adaptation aussi des concours? Est-ce que, justement, vous avez déjà quelques éléments d'information à nous donner? Merci beaucoup d'ailleurs, avant tout d'ailleurs pour ces présentations qui ont été faites par les collègues de la DGFP et qui sont très intéressantes. Donc, pour ce qui concerne toutes ces nouvelles marges de manœuvre qui sont données aux gestionnaires RH en matière de recrutement, moi je voudrais insister sur le fait que, bien sûr, et ça a été dit au début des exposés, on est dans un système de fonction publique qui évolue, qui est adapté sur certains points. Néanmoins, le système, l'article 3 de la loi 83 est maintenu, et on est plutôt dans la levée de verrous qui empêchaient certains types de recrutement qui aujourd'hui vont être levés. Et je voudrais insister peut-être sur la continuité de la politique de recrutement, que ce soit pour les fonctionnaires ou que ce soit pour les contractuels, parce que notamment en lien avec ce qui a été dit sur le concours, à partir de l'expérience d'EMEF, où effectivement la politique de recrutement, et notamment de contractuels, est finalement assez représentative de la diversité de ce qu'on peut trouver dans la fonction publique, dans le reste de la fonction publique, avec d'un côté des directions, plusieurs directions, un réseau, vous savez, donc la DGFiP, la douane et d'autres directions, mais principalement ces deux réseaux-là qui ont des écoles de formation, qui font des recrutements par concours assez massifs, et on peut dire qu'effectivement, il y aura des évolutions, il y aura des aménagements, et notamment, on va utiliser évidemment pleinement le parti de toutes les nouvelles mesures, que ce soit l'ouverture aux emplois de direction, bien sûr, on en a parlé, y compris pour les réseaux, que ce soit la logique de contrat de projet, parce qu'elle est extrêmement importante dans un environnement où on souhaite développer précisément le mode projet. Néanmoins, les situations sont très différentes. En gros, dans ces directions-là, aujourd'hui, on a un nombre assez limité de contractuels, et des contractuels qui sont essentiellement recrutés pour des besoins en informatique. À l'inverse, sur le périmètre de l'administration centrale, on a d'ores et déjà un volume assez important de contractuels, 17% de contractuels pour la centrale. Donc, la question du recrutement de contractuels pour répondre à certains besoins, quelque part, elle n'est pas nouvelle, et
elle s'inscrit aussi dans une certaine continuité. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce qui est intéressant avec le développement du recrutement de contractuels et l'utilisation de toutes ces nouvelles marges, c'est qu'elle pose effectivement la question du recrutement dans son ensemble, et ça vaut pour les contractuels, mais aussi de manière générale pour le recrutement des titulaires. Et quelque part, le recrutement des contractuels, il permet d'améliorer dans son ensemble la fonction RH. Je pense notamment donc à la question des procédures de recrutement. À partir du moment où effectivement on ne fait pas plus que des recrutements par concours, et puis même si on a rappelé les évolutions qui sont en cours en matière de concours, à partir du moment où on fait des recrutements, qu'on cherche à pourvoir des postes et qu'on s'inscrit à chaque fois dans une logique de je formule un besoin, je reçois des candidats et in fine je choisis, c'est une logique qui est extrêmement apprenante pour toute la fonction publique, pour toute la fonction RH. Parce que ça a conduit à poser, et donc ça a été rappelé, la question de la pertinence des procédures RH qui existent et qu'on met en place. Ça conduit à poser aussi la question des outils de recrutement que l'on met en place. Et donc, pour ce qui concerne, alors vous parliez des actions qui d'ores et déjà ont été mises en œuvre. Pour ce qui concerne les ministères économiques et financiers, nous allons effectivement déployer, au moins dans un premier temps sur le périmètre de l'administration centrale, un outil qui va permettre d'améliorer à la fois l'acte de candidature, puisqu'il sera ouvert très largement, y compris via Internet, donc il ne nécessitera pas qu'on soit dans le ministère pour pouvoir y accéder, et il sera aussi un outil d'aide pour les recruteurs, et in fine un outil qui permettra une plus grande transparence et une plus grande aussi adéquation entre l'offre et la demande. Donc cet outillage aussi, il me paraît extrêmement important. Il fait partie aussi des conditions de réussite du développement des recrutements contractuels. Je voudrais insister aussi sur la professionnalisation du recrutement lui-même et des recruteurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment, il y a bien sûr la question des outils, il y a la question des processus que l'on met en place, et on en a parlé notamment sur les emplois de direction, évidemment, c'est un élément qui est extrêmement important, mais il y a aussi quelque part l'accompagnement des recruteurs et la formation des recruteurs. C'est un effort que nous conduisons, nous, pour ce qui nous concerne, depuis longtemps. C'est un effort qui est récurrent et qui doit être d'autant plus un point de vigilance quand la fonction de recrutement elle est déconcentrée et qu'il y a un très grand nombre de managers qui peuvent être des recruteurs potentiels. C'est à ce moment-là, évidemment, un point de vigilance supplémentaire. Voilà. Et puis, le recrutement de contractuels, il permet aussi, toujours dans cette logique un peu apprenante qui s'applique finalement à toute la fonction RH, d'entrer, si on veut optimiser le processus de recrutement et ne pas être simplement dans la logique je publie une fiche de poste et je vois des candidats et ensuite je choisis, dans une logique finalement de constitution de vivier, d'anticipation finalement de ces futurs besoins, qui là aussi je pense est bénéfique pour l'ensemble de la fonction recrutement, qu'il s'agisse in fine de recrutement de contractuels ou de titulaires. Merci beaucoup pour ce regard effectivement de praticien du coup des ressources humaines sur ces nouvelles mesures. Maintenant vient le temps de l'échange avec la salle, et c'est donc le même exercice auquel nous allons nous livrer sur cette deuxième table ronde et donc sur ces nouveaux leviers managériaux. Je vous invite à lever la main également, et les micros vont passer également vers vous. Merci beaucoup. Donc monsieur, on vous écoute. Merci, bonjour. Je travaille à l'INSERM, établissement public sous la tutelle du ministère de la Recherche, et ma question porterait plus précisément sur le contrat de projet. Un petit élément de contexte, l'INSERM en fait reçoit des financements d'organismes extérieurs, Agence nationale de la recherche, fondations de droit privé, pour recruter des chercheurs pour mener des projets de recherche qui en général ont des durées par exemple de 10 ans, les programmes investissement d'avenir notamment. Ma question, du coup, par rapport au contrat de projet qui a une durée de 6 ans, je n'ai pas vu, sauf erreur de ma part, de limite dans la loi. Au-delà de cette durée-là, comment ça se passe par rapport à ces types de projets-là? Et une autre question, c'est est-ce que sur des projets différents, je peux recruter plusieurs fois la même personne, avec le risque donc de recruter en CDD pour une durée conséquente un même agent?
Alors effectivement, la loi prévoit une durée maximale pour le contrat de projet qui est de 6 ans. Donc effectivement, ce ne sera pas possible de procéder à ce type de recrutement si vous avez un contrat de recherche qui est au-delà des 6 ans. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, ce que je comprends, c'est que la question porte sur le renouvellement du contrat pour une même personne sur un même projet. C'est bien ça ? Si c'est un projet différent, c'est un autre contrat, en fait. Il n'y a pas un risque contentieux à terme, parce que, j'imagine très bien, en France, pardonnez-moi, je vais faire un peu syndicaliste de base, mais vivre avec un CDD pour obtenir des prêts, des choses comme ça, faire plusieurs CDD de projet, est-ce qu'il n'y a pas un risque contentieux au final aussi ? Alors, j'ai bien dit dans mon intervention qu'on était sur un emploi temporaire. Donc c'est pour ça que j'appelais aussi à la vigilance en disant effectivement qu'on n'était pas sur des emplois permanents, un besoin permanent de la structure, l'administration. Et effectivement, le juge regardera, et je pense qu'il y aura sans doute des jurisprudences intéressantes sur le sujet, et il y aura peut-être aussi des risques de requalification de contrats qui n'étaient en fait en réalité que sur des emplois, sur des besoins permanents, là où ils sont prévus pour des emplois temporaires. Donc il y a une vigilance effectivement à avoir sur ce type de contrat. Et je pense que nous, en tant que DRH de l'État, on sera particulièrement vigilants sur le suivi et l'appropriation de ce nouveau type de contrat par les ministères pour éviter tout type justement de dérive. Merci beaucoup. Bonjour. Ma question porte sur le projet de décret relatif à la procédure de recrutement des agents contractuels permanents. Il me semble que le dernier Conseil commun de la fonction publique du 17 octobre a étudié notamment 4 décrets. Et il me semble que ce décret-là a été, entre guillemets, passez-moi l'expression, retoqué par les organisations syndicales. J'ai cru comprendre aussi que la prochaine étape, c'est un nouveau Conseil commun le 14 novembre prochain, si j'ai bien suivi. Est-ce qu'une nouvelle version du décret, en quel sens, plus exactement, le projet de décret a été, entre guillemets, retravaillé pour pouvoir, le cas échéant, alors je ne sais pas si c'est possible d'en parler ici, satisfaire aux demandes des organisations syndicales, et quid si jamais le projet de décret ne trouve pas de consensus entre, j'allais dire, les employeurs et les agents. Merci beaucoup. Oui, donc on est dans la phase de consultation, vous l'avez rappelé, donc il y a différentes étapes. À la fin, il y aura de toute façon un avis qui sera rendu et on passera à l'étape ultérieure. Faut quand même bien resituer l'enjeu du décret. L'enjeu du décret, c'est de pouvoir inscrire un certain nombre de principes à valeur constitutionnelle sur la manière dont on procède au recrutement. Ces principes, ils existent déjà. Là, on ne fait que les transcrire dans un décret, mais les quelques 20% d'agents publics qui sont aujourd'hui agents contractuels doivent avoir été recrutés en application de ces principes. Donc pour resituer le contexte. Après, en termes de procédure, on a pris en compte un certain nombre d'amendements qui ont été retenus lors du Conseil commun et qui vont être représentés donc, lors de la prochaine session. Merci. On a peut-être juste le temps pour une dernière question. Là, ici. Bonjour. Vous nous avez bien fait comprendre que la loi maintenait le principe d'occupation des emplois permanents par des fonctionnaires. Vous avez parlé des établissements publics. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que les établissements publics ne sont plus soumis à ce principe d'occupation des emplois permanents par des fonctionnaires, puisqu'ils peuvent recruter, de par la nouvelle loi, indifféremment des agents contractuels et des fonctionnaires, quelle que soit la catégorie, quel que soit l'emploi? Alors, en réalité, pour les établissements publics, ils n'étaient pas soumis à l'article 3 de la loi 83 qui fixe le principe selon lequel les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires. Il existait effectivement un décret liste qui ouvrait pour certains types d'emplois très précis, dans certains établissements publics, les postes en fait, aux contractuels. C'était un recrutement uniquement réservé pour des contractuels. Ce qu'a fait la loi, c'est qu'elle supprime cette notion de décret liste pour ouvrir de manière indifférenciée, tant pour les fonctionnaires que les contractuels, les emplois permanents dans les établissements publics. Mais il faut rappeler que ces établissements publics ne sont pas soumis à la règle de l'article 3 de la loi de 83. Et ça n'a pas bougé.
Modulo, peut-être une petite précision, modulo les établissements de recherche qui conservent, eux, la spécificité avec un recrutement pour les fonctionnaires. Je crois qu'il y avait une dernière question, madame. Oui, par rapport toujours au recrutement des contractuels, vous avez cité 3 cas. Et j'aimerais avoir un éclairage sur le 3e cas, cas qui permet le recrutement sur des emplois qui ne nécessitent pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. Je suppose que vous parlez, par exemple, du corps des attachés qui doit passer par les IRA ou des conservateurs qui doit passer par l'INP. Mais comment cela se conjugue-t-il avec le 2e cas sur des emplois permanents, sur des natures et des fonctions spécifiques et des compétences spécifiques? Je ne l'ai peut-être pas précisé dans mon intervention, mais ces 3 cas de recours, en fait, ne sont pas cumulatifs. C'est bien exclusif. C'est-à-dire que vous pouvez avoir effectivement un emploi où il n'y a pas de formation, où il y a une formation statutaire donnant lieu à titularisation, mais pouvoir recruter quand même un contractuel en invoquant le cas de recours numéro 2 sur la nature des fonctions et les besoins des services. Ce n'est pas des cas cumulatifs, c'est vraiment des cas successifs. Merci beaucoup. Là, on va s'interrompre quelques instants pour une pause bien méritée de quelques minutes avant de reprendre sur la thématique numéro 3 à 16h55. Alors, je vous invite à être vraiment très à l'heure puisque vous avez vu, le timing est quand même très limité. Et surtout, nous avons la chance d'avoir l'intervention d'un membre du Conseil d'État en fin de session pour nous faire l'actualisation des différentes jurisprudences du droit de la fonction publique. Donc on revient sur la thématique 3 à 16h55. Merci beaucoup.